Nom, Brunswick-Graf. Prénom Martine. Âge 44 ans. Signe astrologique Poisson. État civil marié sans enfant. Plat préféré plateau de fruits de mer. Roule en transport public. Madame, Monsieur, bonsoir. Notre invitée ce soir, c'est Martine Brunswick-Graf, la seule femme du gouvernement genevois. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, votre carrière politique s'apparente un peu au trajet d'une fusée, puisque en 1985, vous vous inscrivez au Parti libéral. 2 ans plus tard, vous êtes déjà présidente du parti et vous le menez d'une telle main de fer que vos troupes vous surnomment Pol Pot. Et l'an passé, déjà, vous êtes élu au gouvernement genevois, où vous occupez actuellement le poste de chef du département de l'instruction publique. Je dirais de vous que vous avez un visage d'ange, mais vous êtes une dame de fer. Vous avez du charme et l'intelligence qui pétille dans vos yeux ne manque certainement pas de séduction. Mais en même temps, et c'est parfois inquiétant, comme le brise-glace qui fait son chemin dans la banquise, vous savez tellement bien où vous allez qu'il ne fait pas toujours bon se dresser sur votre chemin. Ce n'est certainement pas le recteur de l'Université de Genève qui me contredira. En général, vous ne parlez pas pour ne rien dire et la langue de bois, c'est pas tellement votre tasse de thé. Encore que vous ayez une certaine tendance à prêcher un peu un libéralisme pur et dur qui a quelques relents de dogmatisme aussi. Voilà, c'est comme ça que je vous vois. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pour le dogmatisme, je ne suis pas sûre. Pour le reste, c'est un portrait, je dirais, en grande ligne. Et puis, pour ce qui est de la dame de fer ou de la main de fer, j'irai juste un peu plus loin. C'est que certains ont même dit que c'était dans un gant d'acier, tout ça pour dire que c'est souvent des amis qui le disent. Donc j'en déduis qu'ils le disent avec humour et sympathie la plupart du temps. Que doivent dire vos ennemis, alors, si vos amis disent ça ? C'est peut-être justement ça le sel de la plaisanterie. Alors, depuis votre élection, vous avez été très active dans votre département, en lançant ou en soutenant de grandes réformes de l'école genevoise. Mes confrères de la presse écrite soulignent en vous la femme d'action, même s'ils vous trouvent quand même quelques défauts. La revue de presse. Sabine Estier. Le Nouveau Quotidien. Son conformisme idéologique est parfois agaçant. N'allez pas chercher une penseuse originale qui ouvre de nouvelles voies. Elle défend un libéralisme classique. Françoise Buffat. Journal de Genève. Dieu qu'elle agace l'opposition, la nouvelle chef de l'instruction publique. Lisse, indestructible et jusqu'à présent irréprochable. C'est un roc contre lequel s'échouent les coups de ceux qui veulent l'abattre. Pierre-André Stauffer. L'Hebdo. Elle a compris que la recette suprême consistait à sembler tolérante et ouverte, à l'écoute des autres. Mais attention, elle peut brusquement balafrer l'adversaire. Elle sait trop bien où elle veut aller pour supporter d'être contrariée trop longtemps. Alors là aussi, c'est l'usage réaction à ces propos sur vous. Bon, peut-être une seule chose, je ne crois pas que je semble être quelque chose. Je suis ou je ne suis pas quelque chose, mais ce n'est pas dans ma nature de faire semblant. Donc vous écoutez réellement, mais vous admettez que vous ne supportez pas trop longtemps la contradiction. Non, je crois que je supporte la contradiction. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on tergiverse trop longtemps. Et puis je sais qu'à un moment donné, quand il faut décider, je décide. À partir de là, effectivement, j'ai de la peine à supporter qu'on continue à faire de l'opposition alors que les choses sont décidées. Je dirais que c'est plutôt ça le point. Dans la presse genevoise, vous avez trouvé votre joinville, Françoise Buffat, qui salue tous vos exploits. Pour vous, c'est un soutien ou vous préféreriez plus de critiques, peut-être ? Vous savez, je crois que Françoise Buffat, comme d'autres journalistes, dit ce qu'elle pense. Ça lui arrive aussi d'écrire d'autres choses ou de dire d'autres choses. Et je crois que j'ai pas l'impression que les journaux genevois, y compris le Journal de Genève, soient particulièrement complaisants. Donc... Quand Madame Buffat pense beaucoup de bien de vous, elle a raison. Non, c'est pas du tout ça. Je veux dire, moi, je lis pas ça en pensant que c'est du bien ou pas du bien. Ce qu'elle a dit là, elle a décrit une personne que d'autres ressentent comme ça. Je sais pas si je suis ça ou autre chose. J'entends par là, c'est ce que les autres ressentent. C'est des facettes d'un personnage. C'est jamais le personnage complet.
Depuis un an, le canton de Genève est dirigé par un gouvernement monocolore de droite. C'est tout à fait inhabituel en Suisse. Et d'ailleurs, on peut dire qu'un peu partout dans la Confédération, on observe cette expérience avec intérêt. Mais les Genevois, eux, est-ce qu'ils ont senti la différence? Micro-trottoir. Rien. Plutôt plus mal qu'en mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, le gouvernement genevois? Pas grand-chose. C'est tout ce que je dis. Ça n'a rien changé pour le moment. C'est trop vite. Moi, je pense qu'il faut quand même un certain temps pour qu'on s'aperçoive des changements. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne trouve pas qu'il a beaucoup changé. Je trouve qu'il est à peu près semblable à ce qu'il était. Moi, je crois qu'il s'est durci terriblement envers les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont en train de mettre en place des contraintes envers tout ce qui est social et qu'il est temps qu'on réagisse. Maintenant, ils coupent les budgets là où il ne faudrait pas, là où il faudrait. On en a vraiment besoin, comme l'éducation. On en a vraiment besoin. Un peuple qui n'est pas éduqué, ça appauvrit le pays. Les enfants, c'est quand même la richesse de demain. On attendait quelque chose, au moins un mouvement qui soit plutôt, comment dire, révolutionnaire. Quelque chose qui bouge un peu. Il n'y a rien qui a bougé en fait. On a tellement parlé, puis ça n'a rien fait. Réaction? C'est des réactions assez contrastées. Il y a ceux qui voudraient la révolution, il y a ceux qui croient qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé plutôt en mal, puis il y en a d'autres qui ont l'impression que rien changé. Ma réaction, c'est que on a estimé au Conseil d'État qu'on allait faire le bilan après une année. Une année, c'est le 5 ou le 6 décembre. Et à partir de là, on va dire certaines choses certainement aujourd'hui, mais on s'est engagé, on le fera le 5 décembre et on prendra toutes les mesures qu'on a annoncées. On dira ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. On dira aussi peut-être pourquoi on n'a pas fait certaines choses. Mais je rappellerai simplement une chose, c'est comme l'a dit très finement, je dirais, un des interviewés, c'est un engagement sur 4 ans et pas sur 11 mois. Mais les Genevois auraient déjà dû sentir une différence, selon vous? Moi, je crois que des Genevois ont ressenti la différence. Il y avait une chose qu'il fallait rétablir, c'était rétablir la confiance, y compris la confiance dans l'économie, parce que c'était important pour pouvoir assurer une relance. Et ce que moi je peux ressentir et ce que je peux entendre, c'est que ce mouvement-là a déjà commencé. Et puis il y a des choses qu'on voit, il y en a d'autres qu'on ne voit pas, mais celles qu'on ne voit pas sont à mon sens tout aussi importantes, y compris dans le fonctionnement interne du gouvernement, parce que c'est ça les conditions pour pouvoir travailler et avancer. Le gouvernement monocolore à Genève au bout d'un an, expérience plutôt positive ou expérience négative? Les questions du rédacteur en chef du Courrier, Patrice Muni. Eh bien, je vais reprendre au bon votre question sur la confiance. Donc, demain matin débute la première étape de la grève du zèle des policiers. Et peut-être que la population n'a pas compris, ne se souvient pas. Le 6 avril 1993, le Conseil d'État avait formellement signé un engagement à verser pour adapter les traitements en 1995, un pot de 69 millions. Le 3 juin 1994, le même Conseil d'État annonce que ces 69 millions sont réduits à 50 millions. Et récemment, il a décidé de le réduire encore à 28 millions. Alors, par rapport aux engagements qu'a pris le Conseil d'État, comment est-ce que vous vous situez? Je dirais d'abord une toute première chose, c'est que l'engagement qui avait été pris était en fonction de paramètres qui concernaient la moitié du renchérissement, la moitié des primes de fidélité, qui fixaient un montant qu'on supposait à l'époque pouvait atteindre 69 millions. Et c'est vrai que avec les associations les associations et le cartel en particulier, on ne s'est jamais mis d'accord sur le fait que ce montant était vraiment ce montant-là. Certains prétendaient autrement. On ne va pas entrer dans les détails. Simplement, je vous interromps. Non, le protocole d'accord que j'ai là dit que c'est un minimum et que le reste sera encore négocié. Il précise mot à mot que c'est un minimum. Monsieur Meunier, j'ai participé pendant 3 mois à ces discussions. Pendant 3 mois, on s'est pas mis d'accord sur le mode de calcul, c'est une chose. On a fini par calculer un pot qu'on a proposé et on a aussi regardé les contraintes budgétaires. Et lorsqu'on a fait le total des contraintes budgétaires et qu'on s'est aperçu que si on ne faisait rien et si on ne prenait aucune autre mesure, on arrivait à 750 millions de déficit, on s'est dit, en jouant à peu près responsable, qu'on ne pouvait pas se permettre de présenter un budget de cet ordre-là, pour 2 raisons. Parce que de toute façon, la gauche n'allait pas le voter. Et que si on le présentait, il n'y aurait personne pour voter ce budget.
Et la pire des choses qui pouvaient arriver à la fonction publique, et surtout à l'administration en général comme telle, c'est d'avoir ce qu'on appelle des douzièmes, c'est-à-dire qu'on leur donne chaque mois le total divisé par 12. C'est-à-dire qu'on ne fait aucune prévision, on n'engage aucune dépense à moyen terme, on ne peut pas gérer les départements, on ne peut rien faire du tout. Ça, c'est la réalité telle qu'elle se présentait au mois de juin lorsqu'on a décidé de prendre un certain nombre de mesures qui concernaient aussi la fonction publique, à savoir leur donner le renchérissement jusqu'à concurrence de 1%, et ça couvrira le renchérissement, mais de ne pas donner une augmentation réelle, c'est-à-dire la prime de fidélité et les annuités, l'adaptation des primes de fidélité et des annuités. Voilà. Oui, mais moi, je trouve tout de même que dans les deux cas, vous aviez, donc au mois de juin notamment, promis encore là 48 millions qui se sont arrondis dans une lettre écrite à 50 millions et vous étiez déjà conscient de ce déficit. Non, mais nous n'avions pas les chiffres totaux, je suis absolument désolée, et nous avons décidé à ce moment-là de prendre des mesures. Je crois que on ne sera pas d'accord là-dessus, Monsieur Munier. Je le dis parce que c'est la réalité de ce qui s'est passé. Lorsque les chiffres ont été connus, lorsque nous avons examiné les possibilités de pouvoir réduire ce déficit, il est apparu très clairement que dans les mesures à prendre, il fallait en prendre qui touchaient la fonction publique. Alors, je vais prendre un autre aspect qui, là, ne touche pas les finances au sens de l'accord. Dans le même accord, il avait été précisé de nouveau formellement qu'avant tout licenciement collectif, vous préviendriez et vous vous concerteriez avec les partenaires sociaux. Or, la fermeture de la clinique de Montana a été décidée unilatéralement et les gens informés après. Alors là, il n'y avait pas une question de souci, la fermeture, mais vous pouviez annoncer et respecter votre accord, ça ne mettait pas en cause votre décision. Pourquoi là également, vous n'avez pas respecté votre engagement? Préciser pour les gens qui ne sont pas de Genève que la clinique de Montana, c'est un des grands débats genevois, la fermeture d'une clinique qui appartient à l'État de Genève et qui est située en Valais, et c'est un des grands débats politiques du moment. Alors, licenciement collectif... Je crois qu'il y a eu d'ailleurs une première chose, il y a eu les licenciements avec un certain nombre d'ailleurs d'informations et de volontés concernant le plan social, parce qu'il s'agissait effectivement par rapport à une chose qu'on peut aimer ou ne pas aimer comme telle. Il s'agissait de permettre à ces gens aussi d'avoir des possibilités d'engagement pendant ce qu'on peut appeler les saisons plus faciles, c'est-à-dire pendant l'automne. La décision que le Conseil d'État a prise s'agissant de Montana a été prise en juillet, en même temps que les autres mesures dont vous évoquiez les éléments tout à l'heure. À partir de là, comme vous le savez d'ailleurs, entre deux, il y a eu quelques discussions, il y a eu des recours et différentes choses. De toute façon, les licenciements, même s'ils avaient été maintenus, auraient été suspendus le temps que le Grand Conseil traite le problème, le temps que les référendums aboutissent, le temps qu'il y ait le vote. Et je sais encore, en plus de ça, parce qu'il s'agit bien du personnel de Montana, que, en l'occurrence, le Conseil d'État du Valais s'est engagé à les engager aussi en priorité, que les cliniques genevoises, les hôpitaux genevois sont engagés à les prendre en priorité, et que de ce point de vue-là, il y avait un certain nombre d'éléments qui laissaient à penser que les possibilités s'agissant de ces gens étaient là. Oui, on va élargir. Je trouve qu'on ne doit pas rester restons pas trop longtemps sur les choses trop genevoises. Je prends tout de même note qu'il n'y a pas vraiment une réponse à la question sur le fait de prévenir les partenaires. Alors, je vais passer une chose qui peut peut-être concerner... J'ajouterais peut-être une chose, Monsieur Munier, s'agissant des licenciements en général et pas de la clinique de Montana. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante pour un gouvernement, il l'a dit et il tient ses promesses. Quels que soient les efforts budgétaires et quels que soient les efforts de réduction, nous avons dit nous ne licencions pas notre personnel de la fonction publique à Genève. Et nous avons réussi jusqu'à maintenant à réduire nos budgets sans opérer ce type de licenciement. Nous avons sur ce point tenu des accords, réaffirmé ces accords, et je crois même pouvoir dire, y compris dans mon département, que nous pouvons quand même toujours engager des gens pour renouveler certains postes et pour permettre aussi à l'administration de se renouveler. Cet engagement-là, dans les temps que nous vivons, est extrêmement précieux pour tous les gens qui travaillent dans la fonction publique à Genève. Il est fondamental et ce n'est pas les conditions que connaissent quantité de gens dans les entreprises privées, que ce soit à Genève ou dans toute la Suisse romande. Alors, je vais encore poser une question concernant, donc là, j'élargis effectivement le débat, parce que ça concerne d'autres cantons, sur les enseignants, mais c'est un vœu du Conseil d'État de passer au salaire au mérite. Vous avez défendu ce point de vue qui est défendu d'ailleurs par d'autres gouvernements ailleurs, et vous avez parlé d'évaluer les enseignants. Il y en a 8 à 9 000 à Genève. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut évaluer et ensuite payer au mérite 8 à 9 000 enseignants? Alors, nouveauté aussi. D'habitude, c'est les enseignants qui évaluent les élèves. Et là, vous allez évaluer les enseignants. C'est ce qu'a dit Mme Brochet-Graff récemment dans une interview. Alors, je vais prendre le problème par deux bouts. D'abord, je le répète parce que je le dis chaque fois qu'on me pose la question, je n'ai pas parlé du salaire au mérite.
Je l'ai répété et j'ai dit que pour moi, à l'heure Ça, c'est actuelle, au moins une clarification, je ne parce que c'est connaissais vrai que pas on la vous méthode. attribue cette intention. Non, et puis j'ai eu des journalistes qui me l'ont posé, je l'ai répété plusieurs fois. J'ai dit pour l'instant, je sais qu'il y a un groupe dans la fonction publique, au sein de l'administration, qui étudie si ça peut exister sous une forme ou sous une autre, d'avoir une façon de payer les gens en fonction de leur forme individuelle. J'ai dit une chose s'agissant du salaire au mérite. C'est que je pense que les échelles de salaire qui consistent à mettre tout le monde sur le même pied, d'une façon extrêmement large et illimitée, sans reconnaître les qualités individuelles des gens, ont quelque chose de fondamentalement démobilisant, que ce soit pour la fonction publique ou dans les grandes entreprises, c'est la même chose. Je crois que les individus aspirent aussi à être reconnus par rapport à leur engagement personnel. Cela étant, parenthèse fermée, je n'ai jamais parlé dans mon département pour de salaire au mérite. En revanche, ce que j'ai dit, c'est vrai, et je pense que c'est juste. On parle dans le département d'évaluer les élèves, et c'est vrai que quand on parle d'évaluation, c'est cela. On ne parle jamais d'évaluation des enseignants, et quand j'entends évaluation, ça veut dire suivi dans la carrière de l'enseignant. Et je peux vous dire une chose, c'est que là où on pratique les évaluations, quelles qu'elles soient, ça peut se pratiquer par une partie d'auto-évaluation, par l'évaluation par ses pairs. Il y a différentes méthodes qui peuvent exister. Chaque fois, les gens s'en sentent mieux parce qu'en définitive, pour le 99%, c'est la reconnaissance de ce qu'ils font bien. Ça n'est pas la critique, ça n'est pas le jugement, c'est vraiment un accompagnement dans une carrière. Et je pense que c'est indispensable dans une politique. Alors je n'ai pour l'instant pas la recette, mais j'espère vivement qu'on la trouve une fois. Merci Patrice. Est-ce que le grand échec quand même du nouveau gouvernement monocolore, est-ce que c'est pas le chômage? Parce que quand on lit les statistiques du chômage, on voit que Genève détient toujours le record et que c'est même un des seuls cantons suisses où le chômage progresse encore, alors qu'ailleurs il diminue. Or, je crois que si le gouvernement monocolore a été élu, c'est bien parce qu'il, quelque part, il promettait qu'on allait quand même vers une amélioration. On ne va pas se battre sur monocolore, hein. Moi j'aime mieux dire homogène, alors je dirais que ce gouvernement homogène... Si ça vous plaît plus, non, mais je n'ai pas les derniers chiffres en tête, je crois avoir regardé dans ma tête qu'il a diminué, il a diminué peut-être moins rapidement qu'on pouvait l'espérer, il a légèrement diminué ces derniers mois le chômage, même à Genève. On a passé de 7,5 à 7,4%, vous me direz que ce n'est pas beaucoup puisqu'on est, ça doit toujours être le record en suisse, tête. Oui, ouais. parce qu'on ne passe pas d'un jour à l'autre du record suisse, comme vous dites, à la queue du peloton, je crois que c'est pas possible. Je crois qu'honnêtement, on commence à voir un certain nombre de choses positives. Première des choses, c'est qu'on voit des entreprises qui se sont installées. Ça, c'est un bon signe. La deuxième chose, c'est que j'ai pu constater cette année que les places d'apprentissage avaient augmenté pour la première fois après le creux de la vague. Si ces entreprises se sont installées, elles n'ont pas engagé de gens puisque le chômage est resté... Puisque vous avez... Non, parce que le chômage, il n'est pas statique de cette façon-là. Vous avez des entreprises qui peuvent encore fermer parce que toutes les choses n'ont pas encore été dites sur le plan économique. Et vous avez des entreprises qui s'installent. Même dans les pires périodes, vous avez une croissance qui existe. Simplement, le solde peut être plus ou moins négatif, positif. Hein. Non, alors le solde est positif et il l'est. Simplement, ça va un tout petit peu plus lentement. Le vrai problème du chômage qu'on va avoir à affronter, ça n'est pas la création d'emplois simplement. La création d'emplois, je crois qu'elle est en train de se faire et elle pourra se faire de mieux en mieux. Le problème, c'est d'avoir une adéquation entre les gens qui sont au chômage et les places qui sont offertes. Parce que c'est là où se pose un des problèmes, c'est d'avoir une population au chômage avec laquelle il faut trouver, et là à Genève, on a, je dirais, des mesures qui sont hors du commun, en termes de recyclage, en termes de formation complémentaire, en termes de perfectionnement professionnel, en termes de centres de bilan, pour pouvoir aider les gens aussi. Je crois qu'il y a tout un arsenal de mesures qui est fait pour aider à la réinsertion. Tout est là, mais les effets ne sont pas encore tout à fait évidents. Oh ben écoutez, je crois qu'en 10 mois, on ne peut pas espérer avoir passé de 7,5 à 3%. Mais je dirais qu'alors, honnêtement, comme ancienne observatrice de la situation économique, si je peux me permettre, je constate que les choses se mettent en place et je constate que peu à peu, on s'installe, on crée des emplois et que je pense qu'on est dans un mouvement qui va maintenant s'affirmer. Alors les enseignants genevois attendaient avec pas mal d'inquiétude leur dame de fer, il faut le dire. Est-ce que vous avez réussi à les convaincre et à les apprivoiser? L'avis de 2 d'entre elles. Personnellement, j'y vois beaucoup de positif, mais avec une grande inquiétude quand même. J'aimerais beaucoup qu'on me précise assez rapidement quels vont être les moyens qu'on nous donnera pour mettre en place une rénovation.
Le temps qu'on pourra nous donner, avec les restrictions budgétaires annoncées actuellement, je me pose quand même la question de comment on va pouvoir réaliser tout ça. On veut mettre en place quelque chose qui révolutionne même le métier d'enseignant. Et pour cela, il faut donner des moyens de formation aux professionnels. Alors, réaction là aussi sur ces déclarations plutôt positives d'ailleurs. Je crois que c'est juste, notamment en ce qui concerne les moyens de formation. Et en l'occurrence, ça, c'est des interviews qui doivent faire état de la rénovation dans l'enseignement primaire. Certainement. C'est ce dont on pourra éventuellement parler. Voilà, alors donc je pourrais éventuellement en parler de façon plus précise. Alors je dirais qu'à peine arrivé dans votre département, vous bouleversez tout, réforme en profondeur de l'enseignement primaire, maturité professionnelle, réforme de l'organisation de l'université, bref, c'est le grand chambardement et c'est Marco Cataneo, chef de la rubrique locale de la Tribune de Genève, qui vous interroge sur ce thème. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes économiste de formation, en tant que tel vous êtes très sensible aux besoins des entreprises. Une des craintes en ce qui vous concernait, c'était de vous voir transformer l'instruction publique, on vous a déjà posé la question, mais c'est une crainte, en une espèce de machine à produire les rouages qui conviennent à l'économie. Alors la question est double. D'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que les besoins de l'économie évoluent pas trop vite pour que l'instruction puisse suivre? Et ensuite, est-ce que c'est souhaitable? Ni l'un ni l'autre. J'entends une instruction publique qui serait limitée aux besoins de l'économie est une instruction publique qui ne remplirait pas son mandat. Je crois que l'objectif est qu'on prenne en compte ce qui existe dans l'évolution j'allais dire, de l'ensemble de l'économie dans un point. C'est que si nous formons nos élèves, nous les formons aussi pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie économique, sociale et culturelle. Donc, pour pouvoir faire cela, il faut quand même avoir une connaissance de l'évolution des choses et des exigences. Une instruction publique qui s'éloignerait par trop des futures éventuelles réalités ne rendrait pas service non plus à ses élèves. Non, mais je dois dire que les besoins ont beaucoup changé. L'environnement a beaucoup changé. Je dirais d'une façon générale, ce qu'on attend des élèves, en dehors même de l'économie, mais d'une façon plus générale par rapport à l'insertion dans la société, ça a très fortement augmenté en matière d'autonomie, capacité d'adaptation. Et puis surtout, une chose qu'on connaissait peu avant, c'est la nécessité d'apprendre tout au long de la vie. On a vécu pendant 30 ans, enfin beaucoup plus que 30 ans, avec l'idée que on avait appris une fois pour toujours. Et au fond, on faisait des études plus ou moins longues et ensuite de quoi on exerçait une profession et on pensait avoir rendu son dû à la formation. Et ce qui se passe maintenant, on le voit bien dans l'évolution des métiers, mais aussi dans l'évolution culturelle, c'est qu'on sait que nos jeunes, ils vont devoir apprendre et ils vont devoir apprendre à plusieurs périodes de leur vie. À partir de là, ce qu'on doit leur donner, c'est autant la capacité d'apprendre, la capacité de se débrouiller, de se développer peu à peu. Et ça, c'est une donnée, je dirais, qui est relativement plus nouvelle et qui est posée en exigence de la société telle qu'elle évolue. Il y a de votre part une volonté de répondre à ces exigences qui est louable. On pourrait évoquer deux exemples qui sont ceux de la maturité professionnelle et des HES, donc les hautes écoles spécialisées. Il y a là une intention louable parce qu'on amène les gens effectivement à pouvoir répondre de façon plus adéquate à ce qu'on pourrait attendre d'eux. Il y a en même temps le risque d'un service rendu une fois de plus à l'économie. La logique de la maturité professionnelle, c'est d'amener des gens à satisfaire les besoins immédiats de l'économie, c'est-à-dire d'amener le personnel spécialisé dont on dit manquer parfois. La logique des HES, c'est partiellement de fournir des laboratoires de recherche à l'entreprise. Et l'entreprise, de son côté, n'a pas l'air de renvoyer l'ascenseur avec beaucoup d'enthousiasme. Ils n'ont pas l'air d'être très présents, ni pour financer, ni pour lâcher les apprentis. Mais d'abord, est-ce que c'est votre intention, ce que Marco a dit? Est-ce que ces deux axes-là sont bien les vôtres? Écoutez, moi, j'imagine qu'il a une façon très utilitaire de présenter la chose. D'abord, c'est des projets fédéraux. Premier point. C'est pas moi qui les ai inventés. Que vous soutenez à fond. Que je soutiens à fond parce que je pense qu'il faut valoriser la formation. Non, on était en retard avec la maturité professionnelle. Sur la matu technique, on ne va pas rentrer dans le débat, mais il y a trois matus qui sont cela rentrés. dit, l'idée de cette rénovation ou de ces améliorations, c'est de valoriser la filière professionnelle. C'est de dire, après l'apprentissage, il doit y avoir autre chose, d'autres débouchés, d'autres façons de se former. Alors c'est vrai que ça répond aussi, et ça je dirais que si on répond aux besoins d'économie, si c'est ça que vous voulez dire, en ce sens-là, ça pourrait être positif pour nos élèves, même si on se limitait
qu'à ça, ce qu'on ne fait pas. Parce que c'est quoi? C'est plus de culture générale aussi. C'est de la capacité de recherche. C'est de la capacité de traiter des choses sur un plan pluridisciplinaire. C'est la capacité de traiter des problèmes au-delà de simplement avoir l'aspect maîtrise pratique et utilitaire. Alors ça, n'importe quel élève qui suit une formation professionnelle, il en a besoin toujours davantage. Alors c'est vrai que l'économie le souhaite aussi. Mais c'est tant mieux pour nos élèves si on trouve là une conjonction, parce qu'il s'agit d'élèves qui doivent trouver des places d'apprentissage, qui doivent, à la suite de leurs études, très directement trouver des emplois, et qu'on ne peut pas simplement ignorer ce fait-là. Alors il se trouve qu'il y a une conjonction de nécessités. C'est les nécessités, je dirais, que souhaite la formation, c'est-à-dire de donner des outils supplémentaires en termes de culture générale, d'évolution, capacité. Et puis l'économie, elle en a aussi besoin. On a fini avec on veut des bras et pas des cerveaux. Je veux dire, ça n'existe plus, ces vieux schémas qu'on connaissait au 19e siècle. Alors là, il y a conjonction des nécessités, mais honnêtement, ce n'est pas l'économie qui a dicté cela. Et je dirais qu'il y a 26 cantons qui se lancent dans cette opération. Alors, vous travaillez à créer des cerveaux. Je relève une contradiction qui n'en est pas vraiment une. D'un côté, il faut effectivement développer un intellect. D'un autre côté, quand on vous demande quelle est votre maturité idéale, votre cursus idéal, vous citez en premier lieu le latin, ensuite le français, la philo, la géo, et les maths viennent en 6e position seulement. Alors, comment ça se fait pour une économiste? Je vais vous dire, moi, j'adorais les maths, le latin et les maths. En réalité, ce n'est pas que les maths viennent en dernier. Je pense qu'il faut utiliser les maths. J'en ai fait beaucoup. J'en ai même choisi d'en faire dans la partie économie. Donc, c'est dire si j'aimais beaucoup les mathématiques. Ce que je voulais dire par là, dans cette matu idéale qui était répondue au téléphone, c'était que le latin, qu'on a souvent on a trouvé qu'il était très élitaire. En fait, ce que moi j'ai découvert dans le latin, c'est qu'il permettait à l'esprit d'avoir de la synthèse, d'analyser, et que ça aidait dans énormément de choses, y compris la compréhension des mathématiques, y compris la compréhension des langues, y compris une façon d'aborder les problèmes et d'avoir un raisonnement, ce que j'appelle moi voir la forêt avant de voir l'arbre, ce qui permet ensuite d'avoir une compréhension globale des problèmes. Alors c'est pour ça que moi je l'ai mis en premier, parce que je l'aimais beaucoup. Puis après, quand on m'a demandé, il est vrai que honnêtement, il y a plein de choses que j'aimerais, mais je me rends compte aussi qu'il ne faut pas charger non plus le sac de l'écolier, si on peut dire. Alors, les mathématiques, même si elles viennent dans mon énumération en 6e position, elles sont indispensables. Le vrai cri du cœur, c'était le cri du cœur du latin, pour les raisons que je vous ai dites. Il y a une autre contradiction peut-être plus sérieuse qui m'intéresse davantage. En tant qu'économiste, vous êtes évidemment favorable à la compétitivité, à la productivité, à l'efficience. Et puis, parallèlement, vous êtes la seule chef de département de l'instruction publique de Suisse qui se soit opposée au numerus clausus pour les études de médecine. C'est une nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui. C'est pas tout à fait exact non plus. Alors, je vais vous dire ce à quoi je me suis opposée. J'ai pas, dans un premier temps, donné mon accord au test des études de médecine qui va être introduit à la rentrée 95 tel qu'il était. Et si je ne l'ai pas donné, c'était pour 2 raisons. La première, c'était parce que la faculté de médecine n'avait pas été consultée et que j'estimais que le minimum du minimum, c'était de consulter l'université, surtout la faculté concernée. Que je souhaitais, j'avais déjà eu l'occasion de parler de différents problèmes avec la faculté, que je voulais sa position sur ce point et qu'il fallait simplement attendre 3 semaines, ce qui m'a paru tout à fait logique. Deuxièmement, ce que j'ai dit cette fois à la conférence universitaire suisse, c'est que pour moi, un test par rapport aux études de médecine a un intérêt à partir du moment où on englobe aussi une capacité de juger, si on veut, de l'aspect humain des médecins. On ne forme pas des techniciens. On s'aperçoit quelquefois qu'on forme des gens pendant 6 ans et qu'après 6 ans, on doit leur dire « vous êtes très bon sur le plan scientifique, mais sur le plan humain, vous ne faites pas l'affaire ». Et cette donnée-là, elle est de plus en plus importante en médecine et je souhaitais qu'on l'examine aussi avec le test. Alors bon, je n'ai pas eu de gain de cause, mais j'ai accepté qu'on fasse le test parce qu'on ne peut pas rester le seul canton à ne pas le faire. Merci Marco. L'aspect de vous que vous nous présentez ce soir, c'est le visage d'ange. Ceci dit, il y a quand même des choses désagréables. Mais je vis comme ça toute la journée. Non, mais il y a quand même des choses désagréables qui sont arrivées aux Genevois sous votre règne. L'Uni va être payante pour les Genevois, ce qu'elle n'était pas. Les activités parascolaires des enfants deviennent payantes, ce qu'elles n'étaient pas non plus. Et puis, j'entends, il y a comme ça 2-3 choses. En plus de ça, vous avez quand même une politique, en bonne libérale, vous avez une politique de diminution d'effectifs, ou en tout cas de
le stop du personnel, alors que vous voulez mener des réformes exigeantes. D'abord, comment est-ce que vous pouvez être crédible dans votre volonté de réforme exigeante, par exemple dans le primaire, tout en diminuant les effectifs des instituteurs, et alors même qu'on sait qu'il va y avoir un nouveau baby-boom et beaucoup d'élèves? Alors, d'abord, plusieurs choses. Je crois que une réforme ne demande pas nécessairement plus. Ça, je dois dire que cette théorie qui consiste à répéter que chaque fois qu'on fait une réforme, il faut rajouter des postes, n'est pas, en l'occurrence... Non, on a pu réduire jusqu'à maintenant dans l'enseignement primaire. On l'a fait beaucoup moins et on l'a considérablement allégé. On va l'alléger encore pour la rentrée 95 si nécessaire par une péréquation des postes dans les efforts, c'est-à-dire qu'il y aura probablement moins d'efforts encore qu'il était prévu si ça s'avère nécessaire. Et il y a un moment donné où, face à l'augmentation des élèves dans l'enseignement primaire, on ne réduira plus du tout. Maintenant, s'agissant de la réforme en question, je crois qu'alors on a analysé et j'ai demandé à ceux qui préparaient la réforme très clairement quels étaient leurs besoins, avec quoi on pouvait la faire, si c'était suffisant. Les réponses ont été très claires et il ne s'agit pas de gens qui appartiennent à mon parti lorsqu'ils ont donné cette explication. Je voulais le dire là-dessus. Il y a un autre élément que vous avez soulevé dont j'ai plus souvenance. Le parascolaire. L'université. Les taxes universitaires pour les Genevois. On est le seul canton, en dehors de tout accord, puisqu'on a été sommé à plusieurs reprises de mettre ça à niveau, on est les seuls à faire cette discrimination. On est le seul canton où les ressortissants du canton c'était un avantage pour les Genevois que vous avez supprimé. Je devais le faire pour des raisons d'accord intercantonal de toute façon. La question, elle était de savoir à quel montant est-ce qu'on allait faire des taxes. Plus grave peut-être le parascolaire, puisque vous avez découvert qu'un certain nombre d'enfants qui fréquentaient le parascolaire n'y sont plus et que j'ai lu que vous ne saviez même pas s'ils étaient à la rue ou où ils étaient. Vous allez faire une étude là-dessus. Non, je crois qu'on est en train de mélanger un peu les choses. Il y a, à ma connaissance, pas d'enfants à la rue. Et il y a surtout, en matière du paiement du parascolaire, des taux qui sont vraiment calculés de telle façon que ça peut aller de 0 à pas grand-chose pour des revenus. Ça allège la pilule pour pas mal de monde. Exactement. Exactement. Ça, c'est une politique sociale que de dire ceux qui peuvent payer, payent. Ceux qui ne peuvent pas payer ne doivent pas payer. Et ça, je pense que c'est une bonne utilisation des deniers publics aussi que d'avoir ce type de principe-là. Et j'ajouterais pour terminer, ce qui a été dit tout à l'heure n'était pas exact. En matière de politique sociale, on a mis des priorités, on assure toutes nos obligations, y compris en revenu social, etc., pour l'entrée en 95 pour les chômeurs en fin de droit. Alors, le gouvernement, il n'a en tout cas pas démantelé le social, ni là-dessus, ni sur autre chose. Je ne suis pas féministe, c'est ce que vous aimez proclamer pour vous différencier du militantisme politique façon Ruth Dreyfus ou Christiane Brunner. Et pourtant, dans votre nouvel état-major, on trouve beaucoup de femmes. La revue de Pierre Naftul, qui traditionnellement brocarde les autorités genevoises, y fait allusion. La dame qu'on va voir, c'est celle qui est votre personnage. J'ai toujours côtoyé des hommes un peu bizarres, obsédés par leur carrière un peu ringard. Ils sont fiers de siéger au Parti libéral, mais tous ces hommes n'ont aucune morale. Ils sont gais comme un politicien quand il sait qu'il aura un siège et un pot de vin. J'ai décidé cette fois de ne m'entourer que de femmes. Directrice de l'enseignement primaire. Directrice de l'enseignement secondaire. Secrétaire générale du département. Avec moi. Impossible, inadmissible décision. Tu ne nommes aucun homme, c'est navrant. Notre comble est tendu, espèce d'abruti. En nommant ces femmes, tu trahis ton parti. La revue que vous pouvez voir, il faut le préciser, au Casino Théâtre de Genève jusqu'au 11 décembre. Alors, une femme dans un gouvernement cantonal, une expérience qui reste encore exceptionnelle en Suisse. Et Sabine Estier, journaliste au Journal de Genève, aimerait un peu mieux connaître comment vous avez vécu cette expérience et cette année. Alors, cette première année, on sait que vous êtes toujours très claire, très précise, que vous savez ce que vous voulez.
des qualités qui sont appréciées de vos collaborateurs et de votre entourage. Mais vous pouvez aussi être terriblement cassante. Jamais avec des gens de votre niveau hiérarchique, jamais non plus avec des gens de votre niveau d'intelligence. Je n'ai pas entendu parler de conseillers d'État qui se soient sentis maltraités et vos collaborateurs adorent travailler avec vous. En revanche, vous pouvez être absolument cinglante avec les députés, par exemple. Certains députés de la commission de l'enseignement ont pris quelques seaux d'eau glacée, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Et puis samedi, à une réunion de parti, vous avez cloué le bec d'une manière assez dure à un jeune qui vous posait une question sur les réformes en cours dans l'enseignement primaire. Alors, est-ce que c'est déjà le résultat d'une année de pouvoir? Pourquoi ces accès d'autoritarisme face à des gens qui sont hiérarchiquement inférieurs? Je crois que ça n'a strictement rien à faire avec ça. Je crois que j'ai pas toujours peut-être consciente de blesser quelqu'un si je parle, comme toute autre personne à qui ça peut arriver par ailleurs. J'ai pas eu le sentiment d'ailleurs de l'avoir fait, mais si la personne l'a senti de cette façon-là, c'était autre chose. Si vous faites allusion à un événement de samedi, j'ai pas particulièrement eu l'intention de clouer le bec et je considère pas qu'un jeune d'un parti quel qu'il soit inférieur, ni hiérarchiquement, ni autre chose. Il n'a pas de hiérarchie par rapport à cela. S'agissant de mon département, je ne crois pas que je sois plus impolie ou plus cassante avec quelqu'un qui est dans un secrétariat qu'avec quelqu'un qui travaille à un haut niveau hiérarchique, et je défie quiconque de venir dire une chose pareille. Je ne crois pas. Vraiment pas. Alors, il peut arriver que dans une commission, et ceux qui s'en plaignent sont en général ceux qui ne pèsent pas leur mot non plus. Et il peut arriver que dans les échanges puissent devenir un tout petit peu pointus. Et c'est arrivé quelquefois à la commission de l'enseignement. Alors, si c'est pas ça, vrai. c'est mes très bons amis. Et je crois que quand ils le disaient, c'était pas tellement par rapport au fait que je sois cassante, parce que je crois pas que j'aurais beaucoup d'amis si c'était la réalité. Je crois pas. Je crois que c'était plutôt par rapport à l'esprit de décision qui faisait que quand je décidais quelque chose, je le voulais et je tâchais de le faire jusqu'au bout. D'après ceux qui m'ont expliqué la raison pour laquelle ils ont choisi ce surnom, bien entendu. Donc vous ne craignez pas trop vous dirigez vers un autoritarisme assez fort comme Non, on m'a dit souvent dans ma vie, on m'a dit, non pas souvent, mais on m'a fait quelquefois remarquer, dit les choses, peut-être que là, tu as été un peu dur en le disant, ou trop cassante, c'est arrivé, j'entends, je l'écoute, et en général, je tâche de faire attention lorsqu'on me le dit. Et si des députés à qui ça peut arriver, comme d'autres, m'ont dit des choses, des fois, qui m'ont à moi pas nécessairement plu, en général, je le dis, ou eux me le disent, et puis je tâche de faire attention, parce que ça peut arriver à n'importe qui de blesser quelqu'un sans s'en apercevoir. Mais je défie quiconque de venir dire que j'ai beaucoup changé sur ce plan-là, parce que je crois pas. Alors honnêtement, je crois pas. Pour moi, les députés ne sont pas hiérarchiquement inférieurs à ce que je suis. Pour moi, ça ne se traite pas du tout dans ces mots-là. Pas du tout. Alors, passons peut-être à un autre registre. Vous êtes la première femme à siéger au Conseil d'État genevois. Vous avez été élue la même année que Ruth Dreyfus, une année où l'effet femme a été très important. Et pourtant, vous ne cessez de dire que, comme femme, ça n'a pas d'importance. Et vous avez toujours catégoriquement refusé de représenter les femmes. Alors pourquoi ? Écoutez, moi, on m'a souvent posé la question. On m'a même dit, mais en fait, c'est les femmes qui vous ont élu. Alors, par curiosité, et en me disant que vous alliez me poser la question, j'ai eu la curiosité de voir combien de voix j'avais fait dans les voix de gauche par rapport, pour me dire si vraiment il y avait eu un élan femme extraordinaire. Alors, pour vous dire, j'ai été élue à peu près avec 46 000 voix et j'ai dû faire en tout 300 voix entre le Parti socialiste et l'Alliance de gauche. C'est vous dire que je ne crois pas que les gens, honnêtement, m'ont élue parce que j'étais une femme. Ils m'ont élue en sachant exactement ce que je voulais et ce que je pensais. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas d'erreur sur la marchandise, si vous me permettez cette façon de m'exprimer. Et en ce sens-là, ça ne veut pas dire que je méprise les femmes. On m'a même demandé de me justifier parce que j'avais engagé des femmes et en me disant comment vous n'êtes pas féministe puis vous engagez des femmes. C'est la preuve que le système est totalement absurde de mon point de vue et je pense vraiment que ça n'a strictement rien à faire là-dedans. C'est même des femmes socialistes d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est des femmes très compétentes. Mais ces compétences, vous ne les trouviez pas à droite ?
Non, mais moi, je n'ai pas cherché en me disant est-ce que je peux trouver chez les libéraux la personne idéale ou autre. On fait d'abord un appel d'offres, très correctement. On regarde les gens qui se présentent et on examine les candidatures. C'est dans cet ordre que ça se passe. Et ensuite de quoi, on regarde celles et ceux qui ont les capacités, les compétences générales, l'aptitude au commandement aussi. Il y a différents éléments qui entrent en ligne de compte pour des postes de très haut niveau. Et on arrive à des conclusions. Et on engage les gens qui sont compétents. Alors, je trouverais très piquant qu'on me reproche d'avoir engagé quelqu'un qui n'était pas socialiste, parce qu'à la première occasion où j'ai, apparaît-il, nommé une directrice de cycle qui, semble-t-il, est plutôt proche du Parti libéral, on m'a demandé, il paraît que vous commencez à engager des libéraux. J'entends, il y a un moment donné, j'ai dit, c'est un petit peu parce qu'on cherche un tout petit peu les poux dans la paille, vous m'excuserez, mais je crois que là, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment d'avoir des gens compétents, et les deux femmes en question sont compétentes. Et je vais vous dire une dernière chose. Je suis très contente d'avoir toujours dit qu'il ne fallait pas nommer les gens parce que c'était des femmes. Parce qu'aucune des deux, personne ne pourra jamais prétendre qu'elles ont été choisies parce que c'était des femmes. Parce que je l'ai dit avant, parce qu'on sait ce que je pense, ça évite toute ambiguïté sur la question et ça leur donne une légitimité beaucoup plus importante. Sur le pouvoir au féminin, vous êtes une des rares politiciennes en Suisse qui justement dit qu'il n'y a pas de différence dans la façon d'exercer le pouvoir, contrairement à Ruth Dréfus, Leni Robert ou d'autres. Et vous étiez, quand vous étiez juste élue, à un débat à Fribourg sur ce thème avec Ruth Dréfus et Leni Robert notamment. 1 an plus tard, est-ce que vous estimez toujours que c'est une fausse approche ? Oui, je pense que c'est une fausse approche. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en tant que personne différente. Peut-être le fait que je sois différente a quelque chose à voir sur certains aspects avec le fait que je sois une femme, mais j'entends ça forme un tout dans les personnalités. Mais ce que je n'ai pas voulu accepter, c'est l'idée que au-delà des partis et des idées, il y avait dans la façon de gouverner des choses dont il était très important de discuter d'une façon pratique. Et il y a eu ce fameux exemple des réunions des femmes d'exécutif où je n'ai pas souhaité aller. Et je me suis demandé après coup quelle aurait été ma réaction si mes collègues masculins avaient décidé de se réunir, entre hommes, parce qu'il y avait une façon par les hommes de gouverner, une manière des hommes de gouverner. Je vous assure que j'aurais fait franchement une drôle de tête. Alors finalement, accréditer ce genre d'idée, c'est accréditer la scission, c'est accréditer l'idée qu'on est si différents qu'il faut toujours marquer cette différence. Mais il y a quand même des faits, beaucoup moins de femmes dans les parlements, presque pas de femmes dans les exécutifs. Qu'il y ait moins de femmes et qu'il n'y en ait pas suffisamment, on ne discute pas le problème. Le problème, c'est de savoir si on est vraiment si différents que ça qu'on a besoin de se réunir pour parler de la façon dont on gouverne. Alors moi, j'ai beaucoup d'amis parmi les femmes, y compris des amitiés avec, ou en tout cas beaucoup de respect pour des femmes dans des exécutifs, y compris pour Odile Montavon, qui n'est pas de mon parti. Je l'ai vue fonctionner dans des choses où j'étais vraiment très fière de voir comment elle gérait ses problèmes. Mais ça n'empêche pas que je me rends parfaitement compte qu'au-delà de ça, quand on discute politique, quand on prend des décisions, je ne prends pas des décisions différentes de mes collègues parce que je suis une femme. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, il est en fonction des dossiers et des idées. Et là, je dois dire, je ne sens pas la différence. Vraiment pas. Merci Sabine. J'aimerais revenir au point de départ de cette conversation. Est-ce que finalement, le bilan que vous faites d'une année de gouvernement homogène en Suisse, est-ce que c'est vraiment, en Suisse, à Genève, pardon, est-ce que c'est vraiment un bilan positif? Parce que d'autres échos disent qu'on en est, sur le plan politique, vraiment une situation d'affrontement quotidienne, on en est à l'invective plutôt qu'à l'échange d'idées. Est-ce que c'est vraiment très sain? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs choses. Moi, j'ai constaté, par exemple, que dans l'acceptation des projets, des motions, des pétitions, il y a eu des choses où il y a eu des débats très forts. Il y a eu d'autres choses qui ont été acceptées à l'unanimité, y compris dans mon département, par ailleurs, où les députés ont pu se mettre d'accord, discuter un certain nombre d'éléments. Il y a des mœurs dans le Parlement qui ont été introduits, c'est vrai, par certains partis de gauche qui n'étaient pas connus avant et qui, dans l'attitude, et notamment l'attitude verbale, sont extrêmement violents, y compris dans l'expression corporelle, j'allais dire, et ça depuis le premier jour de la législature, avant les élections même au Conseil d'État, avant qu'elles soient... Donc c'était antérieur même au fait qu'il n'y ait pu avoir l'élection. Mais le fait qu'il y ait un gouvernement de droite maintenant a accentué quand même cette tendance. Dans la réalité, je pense que ça a peu à faire avec cela.
Je crois qu'il y a beaucoup plus d'affrontements par la culture politique qui s'est instaurée tout à coup. Alors, on ne peut pas tout avoir. Je crois que c'est clair qu'on ne peut pas avoir un gouvernement qui s'efforce d'être très cohérent, et je pense qu'il l'est. Je pense vraiment qu'il l'est, qui a amélioré considérablement ses méthodes de travail, qui communique beaucoup sur ces dossiers où on se charge en commun des dossiers au lieu de réfléchir chacun dans son coin. Qui fonctionne et en même temps avec toute cette dynamique de groupe, avec et puis avoir et dire tout va très bien, tout est dans le meilleur des brièvement, mondes. parce que le temps est écoulé. Finalement, vous êtes un gouvernement monocolore. Il y a une votation le 4 décembre sur 3 référendums genevois. Est-ce que vous considérez que la responsabilité du gouvernement est engagée et que si c'était 3 fois non, vous pourriez envisager de vous retirer? Écoutez, très franchement. Brièvement. Est-ce que le Parlement va se retirer aussi parce qu'il a adopté les projets du gouvernement? Non, je crois que ce n'est pas ça le signe. Le signe était, et on le savait depuis le début, depuis le moment de l'élection, qu'à la première occasion, il y aurait des référendums. En ce sens, on trouve très bon que la population puisse se prononcer sur ces objets. Je rappelle que le gouvernement a eu en février une satisfaction de sa politique par rapport au plan de redressement des finances. Mais là, il pourrait se trouver désavoué. Je pense que, très honnêtement, il ne doit pas prendre ça comme un désaveu. Je vous remercie beaucoup, Martine Brunswick-Grave, d'être venue à Face à la presse. Pas de Face à la presse la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on se retrouve avec le nouveau directeur du ski alpin suisse, Théo Nadig. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et dans quelques instants, TJ Nuit avec Isabelle Gonnet. Bonsoir.